en train de chercher, mais ça commençait comment? Vous voyez des étudiants aller dans tous les sens, mais nous, les leaders, on est dans un coin. Parce que la masse, nous savons comment elle s'est conduite. C'est pour cela nous disons, sans peut-être faire la polémique tout à l'heure, j'ai dit que les leaders ont une grande responsabilité de conduire les masses, et non les contraires. Et non les masses qui commencent à conduire des leaders. Là, vraiment, les leaders ne sont plus leaders. Un leader, un véritable leader, c'est celui qui sait se mettre devant la masse pour dire que non, accepter les choses comme telles, croiser les bras. Dans 60 mois, nous savons comment les choses vont se passer. C'est ça la grandeur. C'est là que j'ai aimé un ami qui me disait le plus grand gagnant de ces élections, c'est celui qui va jouer, l'équipe perd gagne. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire comme Jean-Lucien a dit. Après la publication des résultats, avec son cortège, il descend rencontrer son collègue qui va être élu. Félicitations, mon frère, bonne chance, le peuple attend beaucoup de vous, tout ça, mais si vous avez besoin de conseils, pour la République, l'intérêt de la République. Nous ne faisons pas tout seul. La politique, on ne la fait pas seulement pour soi-même. C'est pour servir, c'est l'apostolat. Quand on aura des hommes politiques pareils, qui savent conduire les masses, qui savent perdre avec dignité en tant que sportif, c'est pour cela que je ne voudrais pas dire que non. Tout homme politique doit de temps en temps aussi pratiquer les sports, surtout les arts martiaux, pour qu'à un certain moment qu'on comprenne un peu comment il y a des failles dans les sports. On peut aussi transcender certaines choses avec un certain comportement. Sans trop perdre mon fil d'idée, j'ai dit seulement que je salue les deux équipes-là, de deux candidats. Aujourd'hui, dans peu de temps, on aura un président et un perdant. Et je voudrais vraiment saluer le travail qu'ils ont eu à faire. C'est très bien. Mais ma prière, c'est que ça puisse durer jusqu'à la publication. Parce qu'il n'y a que les leaders qui peuvent encore intoxiquer les masses. Moi, j'ai déjà vu, je vous ai dit que moi je me reconnais être un des leaders. C'est-à-dire que je peux être dans un coin, je sais comment je peux manipuler mon groupe, ma base. Parce que j'ai autant de sportifs qui sont avec moi, j'ai autant de jeunes qui sont avec autant de mamans, autant de militants, autant de membres dans mes différents états-majors. Ils peuvent venir très fâchés, mais rencontrer un leader. C'est comme ça que la masse vient. Ils vont toujours rencontrer, non, là-bas il y a injustice, non, nous devons faire. La hauteur du leader pour comprendre que voilà, et voilà comment les choses sont passées. On communique. C'est la politique de la communication. Mais si un leader commence à être là, la masse vient. Il n'y a pas la politique de communication, laisse la masse agir. C'est un grand danger que nous devons éviter, surtout pour les 19. Je suis en train toujours de prendre quelque chose de ce que mes amis ont dit tout à l'heure, que s'il y a eu des problèmes au premier tour, ce n'était pas les jours de vote. Au vote, il n'y a pas eu de problème. Chacun battait campagne, chacun faisait à ce que son candidat puisse sortir, mais c'est à la publication ou à la manière dont on de voir les choses, comment elles sont en train d'être faites au niveau de la CI. Nous avons toujours donné des conseils sur cette chaîne, d'associer les différents camps, même au dépouillement, à tout ce qu'il y a de faire, de sorte que c'est lui qui va échouer, il sait sincèrement que non, vraiment, il a échoué pour telle raison. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Nous, on observait, sans être dans tel laboratoire ou dans l'autre, mais nous disons que non, ça c'est une erreur. Voilà, la façon dont la campagne est en train de se faire battre, la possibilité de contact. Parce que la campagne, c'est pas beaucoup plus à la télévision. C'est les contacts, les sous-marins, comme on n'a jamais cessé de les dire. D'accord. Oui. Justement, je suis d'accord avec honorable Denis lorsqu'il dit que les leaders ont une emprise sur l'opinion et qui sont capables d'asseoir et de consolider la paix. Je crois que j'ai toujours développé une théorie qui relève de la littérature criminologique, qui stipule que lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a ce qu'on peut appeler la recrudescence des liens criminogènes, l'insécurité s'installe, etc. Et s'ils s'entendent, il y a dédramatisation des relations et la cristallisation de la paix. Et là, j'adhère pratiquement à ce qu'il disait. Mais là où je ne suis pas d'accord, lorsqu'on dit que le leader, c'est quelqu'un qui manipule. Dans une société démocratique, le leader, c'est quelqu'un qui a la capacité d'écoute, la capacité de faire la synthèse de ce que représentent les aspirations de la population et qui porte ces aspirations, qui les canalise, qui les fomente et qui sait naturellement les orienter dans la perspective que ça puisse avoir de répercussions sur la vie des citoyens. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans une situation comme celle-ci et que, bon, la population veut le changement,
et qu'il est très clair que le changement qui est voulu est court-circuité. Et le leader, dans ces conditions, voudrait préserver ses intérêts pour court-circuiter les aspirations de la population. Ce leader ne sera pas entendu. Et vous avez vu, pour la plupart des cas, les élections qui ont eu lieu, si Denis, aujourd'hui, il est député, il n'a pas autant de fruits que les autres. Simplement parce qu'effectivement, il a toujours tenu compte de ces gens-là. Pas parce qu'il a été en mesure de les manipuler. Et il croit, jusqu'à preuve du contraire, que Denis peut porter leur expérience. Le jour où Denis va court-circuiter la dynamique de ses aspirations, il trouvera ces gens-là en 2011. Donc c'est un peu ça. Le leadership s'affirme et se consolide et on reste en concordance avec les aspirations. C'est vrai que on peut canaliser, on peut façonner cette opinion. Et là, on s'affirme comme leader parce que l'opinion publique ou le groupe n'a toujours pas raison. Et par rapport à ça, on peut utiliser de ses qualités charismatiques de leader pour consolider la. Nous avons évolué, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Vous allez réagir rapidement. Pas la conclusion. Ah, d'accord. Pas la conclusion de Bonnené tout à l'heure. C'est par là qu'on devait clôturer. On se reconnaît leader si on peut donner un mot d'ordre et être suivi. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui croient, qui ont une certaine conviction sur votre personne. À ce moment-là, vous commencez à voir vous pouvez comprendre certaines tendances à se faire affirmer ou être reconnu comme leader dans tous les milieux, ou bien dans toutes les associations, dans tous les partis politiques. Il y a des gens qui ne parlent même pas beaucoup, mais on sait seulement que quand lui dit quelque chose, l'opinion suit. Alors, j'ai voulu seulement intervenir à ce niveau-là, parce que tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai bien compris, qu'il ne fallait pas créer un troisième larron entre les deux tendances qu'il y avait. C'est-à-dire, moi je disais, si AMP s'insère avec tout ce que l'a signé, l'acte, tout ça, si le 1, l'Union pour la Nation, est d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troisième larron. Parce que si j'avais bien compris, c'est comme s'il y avait troisième larron qui était les peuples. Alors moi je me disais que chacun a son peuple. Oui, c'est ça que j'ai dit, j'ai dit que chacun a son peuple, entre guillemets. C'est-à-dire que AMP a le peuple. C'est ce qu'on ne veut pas. Et Union pour la Nation, je vais m'expliquer. Ouais. L'Union pour la Nation a un peuple. C'est-à-dire quoi? Ils ont de militants, ils ont des sympathisants, ils ont de personnel politique qui croient au discours. Et j'ai parlé de sport, je suis même un dirigeant sportif. Et c'est qu'il y a, vous ne pouvez pas changer facilement l'opinion d'un Véclibien vis-à-vis d'un Daringman. Vous pouvez tout dire, mais il restera toujours Véclibien. Alors un véritable leader, c'est celui qui sait conduire le masse et canaliser les aspirations et ne pas laisser être envahi par la masse. Oui, Jean-Lucien, par rapport à cela. Hein. Non, tout à fait d'accord avec l'analyse, hein, elle est correcte, elle est profonde. Je voulais simplement dire, parce que tout à l'heure vous insistez sur le fait que tout ce que vous dites là, transparence et tout ça, et on a dit qu'il faut respecter les résultats. Le fait... Non, l'acte a prévu même le mécanisme de réaction par rapport à... C'est pour cette raison que nous insistons sur l'exigence de la transparence. Parce que c'est la seule garantie qui permette que les gens soient confiants des résultats qui seront proclamés. Et j'ai aimé ce que Denis a dit tout à l'heure, si les acteurs politiques sont associés à tous les niveaux, au travail que la CI est en train de faire par rapport à la transparence, chacun saurait à 2 semaines, 3 semaines avant qu'il ne gagne pas. Et comme les psychologues disent, les affaires s'affaiblissent en se prolongeant, automatiquement la réaction d'aujourd'hui, après avoir reçu l'info que bon, j'ai perdu, va diminuant et les jours de la proclamation des résultats, on l'accepte comme tel. En fait, seulement, attends, s'il te plaît, je termine quelque chose. Je voulais simplement dire que le fait de cet engagement-là ne signifie pas qu'il faut perdre n'importe quoi sur le dos de cet engagement. C'est tout ce que je voulais dire. Il faut être correct au départ de l'engagement, en incluant le processus électoral, avec la CI, même avec les autres institutions ne faisant pas partie de la CI, notamment les forces de l'ordre, l'armée, la police nationale, la communauté internationale, la presse, la société. Chacun doit jouer son rôle sans gêner l'évolution du processus jusqu'au jour de la proclamation des résultats. En fait, jusque-là, c'est ce qui est fait, non? Non, j'ai dit, il y a une étape qu'on a franchie. On est allé voter. Maintenant, nous sommes à la phase de compilation. Nous souhaitons qu'on ne considère pas que le fait qu'on a voté calmement suppose que la transparence est totalement démise. Il faut effectivement que le résultat qui nous sera produit demain
soit la véritable synthèse des aspirations populaires. À partir de ces moments-là, il n'y a pas de problème que les uns et les autres, s'ils sont dans un état d'esprit démocratique, d'accepter les résultats. En ce qui nous concerne, je confirme que dès lors que les résultats sont issus d'un processus transparent, en tout cas, le gagnant gagne, le perdant joue son rôle constitutionnel en démocratie. C'est très bien, c'est intéressant ce que vous venez de dire, mais en fait parce qu'ils ont eu des témoins partout, parce que les dépouillements, ils ont assisté au dépouillement, on a affiché, ça signifie qu'ils connaissent déjà les résultats. Hein. Mais nous allons prendre un autre volet de l'émission de ce soir. Jusque-là, nous n'avons pas encore les résultats. La CI n'a rien dit, mais du moins nous avons suivi et nous sommes en contact avec les gens qui sont à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Personnellement, je me suis déplacé, j'ai vu à Massina, j'ai vu à Limete, j'ai vu à Kingasani qu'il y a un taux de participation qui a été faible. Nous avons suivi le secrétaire général du PPRD qui a dit qu'à l'est du pays, le taux de participation était faible. Nous avons appelé un ami qui est dans le Katanga, Mwamba, pour ne pas le citer. Il a dit que le taux de participation est faible par rapport au premier tour. Le pasteur Mugalu, qui est dans le Tanganyika, a dit également, hier on l'a suivi, que le taux de participation était faible de ce côté-là. Dans les Bas-Congo, nous avons appelé les amis, que par rapport au premier tour, c'était un peu faible. Dans les Bandundu, c'est la même chose. J'ai appelé Massimanimba, j'ai appelé Léon Moukwassou, j'ai appelé Kambinga, qui est à Idiofa Christian. Il a dit que le taux est faible par rapport... et Jean Lucien nous a, avec son aide, avec l'aide de Jean Lucien, on a appelé l'Équateur. Mais sauf le Kasaï, où on dit le taux est très élevé. Comment vous expliquez cela, Jean-Lucien? Comment expliquez-vous le fait qu'au premier tour, il y avait un engouement, tout le monde est allé voter, mais au deuxième tour, on a remarqué un taux un tout petit peu faible? Et je vais aider, il y a des gens qui ont dit que c'est parce qu'il a plu, mais il n'a pas plu partout, que c'est parce qu'on a multiplié les bureaux de vote. Comment expliquez-vous cela? Vous êtes analyste, vous avez été à l'intérieur, vous avez participé vous-même, vous avez été candidat. Qu'est-ce qui justifie ce taux-là? Je pense que je ne serai pas exhaustif. Je suis sûr que mes amis vont me compléter sur des aspects que je n'aurais pas dit dans mon analyse. Je pars du premier tour. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, au deuxième tour, qu'il y ait des gens que les gens n'aient pas voté, plus nombreux qu'au premier tour? Il y a des facteurs naturels. On n'y revient pas. Hein, il faut avouer quand même que quand il a plu du matin à 15 h, il doit y avoir des gens qui ne puissent pas aller voter. Donc ça, c'est des facteurs naturels, mais ce n'est pas des facteurs significatifs par rapport à l'analyse. Hein, parce que dans certains bureaux de vote, les gens sont allés le soir et on a dit non, voilà. C'est fini, on a fait. Mais on peut analyser le fait de plusieurs manières. Je prends les deux Kasaï. Je commence par là où le taux de participation s'est amélioré. Je pense que les populations des deux Kasaï ont compris le fait qu'en restant en marge du processus électoral, ils créaient les conditions de ne pas décider sur l'avenir du pays. Et quelle que soit leur volonté du premier tour, ils se sont dit, nous devons nous exprimer par rapport à l'un ou l'autre candidat, c'est-à-dire par rapport à l'un ou l'autre choix de la société Congo. Et je crois que cet élément-là est très déterminant. On va aller rapidement. Je vais aller vite. On me fait signe qu'il nous reste 15 minutes. La matière est abondante, malheureusement. D'accord, on peut continuer. Alors, on va continuer même. Je prends les cas de l'Est du pays. Je prends le cas de l'Est du pays. Rappelez-vous qu'au premier tour, le candidat Kabila a fait quand même le raz-de-marée à l'Est du pays et le taux de participation était très fort. Je crains qu'il y ait un discours qui n'a pas apparu à première vue comme étant un discours démobilisateur. Lorsque les collègues en face de nous disaient « nous avons 44%, pardon, il ne nous reste que 6%. Alors je me demande si leurs adeptes ne se sont pas dit, mais écoutez, nous on a déjà gagné. Mais qu'est-ce qu'on va faire aux urnes? On a déjà gagné, on ne cherche que 6%. Mais comme Gizenga va nous donner un peu plus de 6%, Nzanga va nous donner un peu plus de 3%, mais c'est fini cette affaire-là. D'ailleurs, on a déjà 63%. Je me dis, je n'affirme pas. Est-ce que cette fait-là n'a pas joué par rapport à la participation à l'Est du pays? Je me pose la question. Mais on me dit aussi que certaines personnes à l'Est du pays, les mamans, et les personnes qui n'ont pas beaucoup étudié comme nous, se sont dit, mais écoutez, mais Kabila est déjà président. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Ça rejoint la petite analyse que j'ai faite tout à l'heure précédemment. Alors, je prends le Bandundu, je prends
l'Équateur, le Bas-Congo. Le Bas-Congo, il y a un phénomène naturel quand même, il a quand même plu un peu. Mais il y a un élément que vous avez évoqué tout à l'heure, vous dites, mais bon, il y a des candidats présidents de la République. Les autres ne se sont pas alignés. Les camps de la patrie ne se sont pas alignés. Au-delà du pourcentage que les candidats ont fait, c'est un leader politique qui peut donner un coup de pouce, qui peut s'étendre au-delà de ses militants, au-delà de ceux qui ont voté pour lui. Il y a d'autres candidats que je ne cite pas, les Moleka, ils sont nombreux, qui ne se sont pas alignés ouvertement. Ok. Alors, est-ce que le fait, et vous l'avez d'ailleurs si bien dit au début, est-ce que le fait que leurs fans, si vous permettez que j'appelle fans, sinon leurs électeurs au premier tour, ne se soient pas reconnus dans le candidat du deuxième tour, ces faits-là n'a-t-il pas mobilisé un certain nombre d'électeurs? C'est aussi une interrogation. Ok. Bon, il y a aussi des alliances. Il y a des alliances qu'on a qualifiées de contre-nature. Est-ce que celui qui a voté au premier tour pour Gizenga, parce que c'est quand même le candidat qui a fait un score important au premier tour, pour le fils du maréchal Mobutu, n'est-ce pas? Et tout à coup, il apprend que ces messieurs ont adhéré dans une alliance dont les candidats étaient combattus par eux-mêmes au premier tour, alors qu'ils n'ont pas porté leur choix sur l'autre candidat qui reste. N'est-il pas un élément de démobilisation? Donc, comme le temps nous est compté, je donne quelques indications là. Vous dites, on ne sait jamais. Mais en plus, le problème de distance n'a pas toujours été résolu dans les provinces du Bandunde de l'Équateur. Okay? On a décrié ça au premier tour, mais le deuxième tour n'a pas réglé fondamentalement la question. C'est aussi un élément. Donc, quelqu'un qui doit parcourir 50 voilà. km pour aller voter. Donc, c'est aussi un élément. Voter et il y a des gens au premier tour qui se sont dit, mais on a fait 80 km ou 40 km. Ils ne sont pas confiants, ils ne sont pas assurés qu'on a placé un autre bureau. Ils considèrent que ces gens-là, ils ont l'habitude de mentir. Vous connaissez la mentalité congolaise, hein? Et donc, par conséquent, je préfère rester chez moi, aller au champ, plutôt que d'aller perdre mon temps là-bas. Oui, merci pour votre analyse. Oui, Cette analyse paraît un peu exhaustive, mais bon, cela ne nous empêche. Il a dit que ça ne sera pas exhaustif. Parce qu'il a quand même repris un certain nombre d'éléments assez importants. Au-delà des facteurs naturels, il a dit, au-delà des alliances, au-delà de ce que représente la neutralité de certains leaders, je voudrais simplement ajouter juste deux petits éléments. Vous savez qu'au premier tour, lorsqu'on votait, la carte d'électeur ne portait aucune indication. Et on a été poussé par le passé à voter de force. Et les gens ont dit, mais bon, comme il n'y a pas une indication, il n'y aura pas de contrôle, et donc ça ne sert pas de voter. On peut ne pas voter, donc personne ne pourra être contrôlé. Donc, cet élément a beaucoup joué parce que je viens de l'intérieur. Les gens disent, mais monsieur Yamba, il n'y a rien là dans la carte. Il n'y a rien. Donc, à quoi bon d'effectuer une distance de 20 km pour aller voter au moment où on ne sera pas contrôlé? Surtout que la citoyenneté responsable n'est pas encore de mise. C'est quand même important. Et deuxième chose, c'est que les Congolais, vous savez, ils vivent au jour le jour. Et beaucoup sont entre des véhicules, entre deux villages. Quelqu'un prend veut est en voyage, je ne sais pas, à Lissara, est en voyage, je ne sais pas, à Kisangani. Écoute, quand il arrive à Kisangani pour se débrouiller, il n'est pas en mesure de payer, de voter. Voilà, il y a pas mal de gens. Moi-même, à un moment donné, je m'étais retrouvé, n'est-ce pas, au Sankourou, au premier tour, etc. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient en voyage, qui n'avaient pas le droit de voter. Voilà, donc ça aussi, c'est un problème. Cette mobilité de la population, avec le préalable de voter que là où on a été enrôlé, a posé un certain nombre de problèmes. Est-ce que je... Oui. Donc, il y a un problème d'intérêt. Lorsqu'on ne se retrouve pas dans un projet, je crois que c'est comme pour enchérir ce qu'il a dit, on ne se retrouve ni dans tel projet ou dans tel autre. On se dit, mais pourquoi? Donc, il y a une abstention autodéterminée, quoi. Et les gens ne sont pas allés voter par rapport à ça. Et il faut dire que, dans bien des cas, ça, j'ai observé ça à l'Équateur, l'alliance contre nature, ça a beaucoup joué. Alors, tel leader dont on se reconnaît,
fait une alliance avec elle, et les gens se disent, ah bon, tiens, donc c'est l'argent qui préoccupe les leaders politiques. Donc nous n'allons pas. D'ailleurs, sanctions. On n'y va pas. Donc, c'est un peu quelques éléments. Oui, Monsieur le Président, là je vous appelle président, le président du Grand Kasaï, et vous comprenez pour ces côtés-là. Merci Florie. J'ai dit, j'ai commencé par ça au début de notre émission, par féliciter cet espace. Nous avons eu suffisamment à communiquer et à donner même l'exemple que vous le vouliez ou non, les dirigeants qui seront là, ce seront les dirigeants de tous les Congolais. Ils ne vont pas diriger notre espace hormis l'espace Grand Kasaï. C'est un message qui a été écouté. Et il y a aussi les stratégies de campagne des gouverneurs. Vous savez, mon frère Dominique Kankou, vous avez lu dans la presse qu'il avait refusé d'être au Parlement. Il devait battre campagne pour son leader, le 1 en Boujima. Il y a François Mwamba, il y a l'effet Oscar Kachala. De l'autre côté, vous savez, il y a un homme de campagne comme Maître Mutombo Bagafansenda, ancien député aussi, qui connaît le terrain de Kananga, qui sait comment se comporter sur terrain, et Claudel Loubaya et les autres. C'est-à-dire les gens étaient descendus vraiment pour communiquer, supplier la population, pour dire que vous les vouliez, oui ou non. Il y a des autres qui vont vous diriger. Je crois que c'est un discours qui est apporté par rapport à cette communication. Mais ce n'était pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a eu aussi beaucoup de mensonges qui ont été utilisés dans cette stratégie de campagne. Bon, nous on est élus à Kinshasa, mais je crois que prochainement on aura beaucoup de temps de communiquer pour donner la vraie version, pour que les gens comprennent vraiment comment faire vraiment les choix sincères sur les différents candidats. Mais seulement j'ai dit, j'observais à la télé les hommes politiques, comment on était en train de passer beaucoup de temps dans des spectacles, dans des grandes salles, à la télévision et tout ça, au lieu d'aller sur le terrain. C'est là où, sans être féministe, je voudrais vraiment féliciter, ça n'engage que ma personne, les deux épouses de deux candidats. Je pense d'abord à Madame Olive, l'épouse du chef de l'État, qui a battu campagne pour son mari. On a vu les images. Je pense aussi à Madame Lilian Bemba, qui était descendue même à Kanlouka, partout où les hommes devaient aller. C'était les mamans qui allaient. Vraiment, ça m'a touché. C'est quelque chose, personne ne peut rester indifférent à ça. Mais on a vu le résultat et le comportement de ces mamans sur le terrain. Mais il fallait que les entourages ne puissent pas rester seulement en train de calculer qui sera Premier ministre, qui sera... Non, il fallait descendre sur le terrain. Combien d'hommes d'État, combien de tous ceux qui se disent, bon, certains, j'ai vu certaines images aussi, mais tous sont restés ici, à Kinshasa, où ils sont descendus pratiquement à 48 heures ou 72 heures de la fin de la campagne, parce qu'il fallait communiquer. Parce que si au premier tour on parlait de la participation, il faut aussi comprendre que nous, les députés nationaux, nous avons battu campagne. Il faut comparer un peu l'engouement qu'il y avait par rapport à la députation nationale, par rapport à la problématique des députés provinciaux. Il y a des amis, mes différentes bases ici à Kinshasa, qui me disent, mais président, il fallait que tu postules encore au niveau de la députation provinciale, parce qu'on n'a pas senti l'effet. Les candidats aux députés provinciaux, c'était les fonctionnaires. Ouais, non, c'est la problématique des stratégies de campagne, parce qu'il y a beaucoup de candidats, surtout des députés provinciaux, qui attendaient des financements, des tels, qu'on donne des moyens. Parce que quand vous venez en politique, c'est avec conviction. Nous, aujourd'hui, si nous parlons peut-être tête haute, c'est parce que nous disons que nous n'avons aucune dette morale envers qui que ce soit. C'est-à-dire que nous avons battu campagne avec des moyens de bord, nous avons eu des appuis de certains aînés, mais sincèrement, nous avons des dettes morales, et surtout aucune dette politique vis-à-vis de qui que ce soit. C'est ça ce qui a joué. C'est-à-dire que non, les députés nationaux, en battant campagne, ils ont battu campagne aussi pour le président. Mais les provinciaux, nous allons poser la question, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport aux différents candidats? Salut aux mamans qui ont battu campagne, mais il y a beaucoup de choses qui ont joué, et dans les différents espaces, il fallait la communication du terrain que de rester dans des bureaux. Oui, vraiment, c'est malheureux. Bon, c'est pas malheureux, mais on me fait signe qu'il nous reste 4 minutes. Vous aurez remarqué que jusque-là, on n'a pas abordé En fait, on a abordé des grands points, mais il reste encore beaucoup. Je vous garantis que nous avons de l'espace. Demain après-demain, nous allons revenir, nous allons continuer nos analyses par rapport, bien sûr, à ce qui se passe à la CEI, par rapport à l'information que nous avons à l'intérieur du pays. Je vous garantis que nous allons continuer. Oui, on me fait signe qu'on va continuer. Nous continuons, nous avons encore du temps. Maintenant,
parlons des alliances, parce qu'on en a parlé en passant. Parlons maintenant des alliances qui ont été mises en place. Rapidement, je vais donner à chacun... je vais donner à chacun 1 minute. Alliance. 1 minute. 1 minute, c'est peu, hein? C'est peu, c'est beaucoup. Non, je pense que par rapport à cela, moi j'ai toujours pensé que la contradiction actuelle entre les choix des alliances et la traduction dans le fait du bénéfice des alliances a pour fondement l'absence de, comment dirais-je, le fait de n'avoir pas tenu compte des piliers majeurs, n'est-ce pas, en termes d'alliance. Qu'est-ce que j'attends par là? J'attends par là que pour faire alliance, il y a 3 éléments.